Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons à nouveau le docteur Samuel Salama, gynécologue obstétricien, médecin de la reproduction, andrologue, sexologue et spécialiste en médecine esthétique génitale. Après avoir été interne à Paris et chef à Poissy, il a exercé en Nouvelle-Calédonie avant de revenir en France il y a 3 ans. Il travaille actuellement à l'hôpital américain où il mène une activité polyvalente. Conférencier actif, il enseigne également aux internes, sages-femmes et étudiants. Il nous partage aujourd'hui ses connaissances sur la ménopause et la sexualité avec Léa pour le micro des gynécos. Bonjour docteur Salama. Bonjour Léa. On se retrouve de nouveau pour un épisode concernant la sexualité sur les ondes du micro des gynécos. Aujourd'hui, on souhaite aborder la ménopause et la vie sexuelle. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous rappeler un petit peu où on en est concernant la vie sexuelle des femmes ménopausées? Sont-elles satisfaites? Alors tout dépend par rapport à quoi on compare. Si on compare à la femme ménopausée d'il y a 100 ans, oui, il y a un vrai progrès parce que il y a une centaine d'années, les femmes, quand elles atteignaient la cinquantaine, quand elles atteignaient la ménopause, c'était clairement la fin de la vie sexuelle. Et quand je dis même 100 ans, c'est il y a 50 ans encore, une fois, à partir du moment où elles étaient ménopausées, c'était fini, on fermait boutique. D'accord? Aujourd'hui, heureusement, elles peuvent en profiter encore un petit peu plus longtemps. Donc, des difficultés vont apparaître, des difficultés multifactorielles vont gêner et altérer la qualité de vie sexuelle, mais c'est pas une fatalité et on peut améliorer les choses. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a quasiment une femme sur deux qui a plus de 18 ans qui est en ménopause. D'accord? Donc la ménopause, c'est quand même quelque chose qui a beaucoup augmenté dans nos populations parce qu'on a amélioré l'expérience de vie. J'aime bien raconter à mes patientes que l'espérance de vie des femmes sous François Ier au XVe siècle, c'était 27 ans. Bon, il y avait une femme sur 6 qui mourait en couple. En 1914, l'espérance de vie des femmes, c'était 51 ans. Et c'était des petites vieilles. Donc, la ménopause, on ne connaissait pas, c'était pas un problème de société. C'était pas vraiment la problématique. Les animaux n'ont pas de ménopause. Parce que l'espérance de vie est à peu près corrélée au stock folliculaire. À part quelques espèces, mais c'est pas dans l'espèce humaine. Aujourd'hui, on a augmenté l'espérance de vie des femmes, qui a dépassé les 85 ans, mais heureusement, on n'a pas augmenté le stock folliculaire. Et quand on demande aux femmes, est-ce qu'elles voudraient encore avoir leurs règles à 70 ans, la réponse est non. Mais donc, il y a un moment, il y a un épuisement du stock folliculaire, il y a une carence œstrogénique qui impacte donc la physiologie du corps, qui va impacter la sexualité, mais les femmes sont ménopausées parce qu'elles sont vivantes. La ménopause, c'est la vie. Effectivement, donc de plus en plus de femmes ménopausées, et c'est important qu'on connaisse les facteurs qui peuvent altérer leur sexualité au moment de la ménopause. On sait que il y a le syndrome génito-urinaire, plus de sécheresse vaginale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors en fait, tous les axes de la sexualité peuvent être impactés, que ça soit le désir, que ça soit l'excitation, le plaisir et l'orgasme, et tout est lié. Dans la sexualité humaine, le principal moteur, c'est le plaisir, et donc si le rapport sexuel n'est pas plaisant, n'est plus plaisant, ça donne pas envie d'y aller. Donc il y a des liens au travers de tout ça. Donc on va commencer d'un point de vue physiologique, puisque à la ménopause, il y a la carence œstrogénique, il y a une atrophie vulvo-vaginale qui va se mettre en place, qui va entraîner un rabougrissement de la vulve et du vagin. Donc l'introïtus va être plus petit, plus serré, moins lubrifié, et donc ça peut entraîner des dyspareunies superficielles d'intromission, et qui vont être problématiques parce que quand c'est douloureux, on n'a pas envie d'y aller. Ça peut entraîner aussi un inconfort dans la vie de tous les jours, avec une sécheresse, un inconfort. La patiente, elle n'est pas bien, elle n'est pas à l'aise dans sa génitalité. Donc, encore une fois, ça donne pas envie d'y aller. Mais ça, c'est le physique. À la même période de la vie, de la cinquantaine, il y a plein d'autres choses qui vont arriver d'un point de vue psychologique. Il y a la relation de couple. Le couple, parfois, il a 25 ans, il a 30 ans. Et donc, il y a un désir sexuel dans le couple qui va s'atténuer par la routine qui a été mise en place. À la cinquantaine, il y a parfois le syndrome du nid vide. Les enfants commencent à partir de la maison, ça déstabilise psychologiquement, il se passe des choses. À la cinquantaine, il peut y avoir des maladies intercurrentes. C'est là où on commence à avoir du diabète, où on commence à avoir des maladies cardiovasculaires, où il y a des cancers qui apparaissent.
À la cinquantaine, il y a de la fatigue, il y a du stress, il y a des prises de responsabilité professionnelles qui font que on n'a pas forcément la tête complètement à la sexualité. À la cinquantaine, il y a aussi le vieillissement du corps. Tous les organes vieillissent, même indépendamment de la ménopause. On n'a pas les mêmes capacités cardiaques, pulmonaires, rénales, et ici, au niveau cutané, il y a un vieillissement de la peau. Et donc, ça peut aussi altérer l'image de soi, l'image que la femme a d'elle dans le miroir. Tout au long de la vie, il y a une prise de poids. Donc, la femme, elle n'est pas forcément à l'aise avec son corps quand arrive la cinquantaine. Et donc, tous ces paramètres, on peut rajouter aussi le partenaire, parce que la sexualité, c'est quelque chose qui se partage avec son partenaire. Et puis, l'homme, dans un couple de 50 ans, il a parfois 50, voire 60 ans, et c'est là où on a près de 50% des hommes qui ont une dysfonction érectile. Et donc, on ne vit pas sa sexualité de la même manière avec un partenaire qui est défaillant. Donc, tous ces éléments vont jouer, que ce soit physique, que ce soit relationnel, que ce soit avec les maladies intercurrentes, que ce soit professionnel, que ce soit dans le stress, la fatigue, que ce soit avec le partenaire, pour altérer la sexualité. Et tout ça, c'est pas une fatalité. Effectivement. Et alors, quels conseils vous pouvez donner aux patientes? Quel traitement vous pouvez leur proposer pour justement améliorer ces symptômes? Déjà, c'est l'amélioration de l'hygiène de vie. Éliminer tous les toxiques, donc arrêter de fumer, limiter la consommation d'alcool, se remettre au sport, manger sainement, avoir un bon équilibre, avoir suffisamment de sommeil, gérer son stress. Tout ça, c'est des éléments qui sont très importants pour être bien dans sa sexualité. Ça, c'est quel que soit l'âge, pour avoir envie d'avoir des rapports sexuels, il faut avoir le temps de s'y consacrer. D'accord? Donc, la charge mentale, le burn-out professionnel, le stress, la fatigue, on n'est pas dans des conditions psychiques pour le faire. Donc ça, déjà, il faut essayer de se conditionner dans de bonnes situations. Deuxièmement, si le partenaire est défaillant, il y a un moment, il va aussi falloir prendre en charge le partenaire. D'accord? Donc, s'il faut l'adresser à un urologue, à un sexologue, pour prendre en charge une éventuelle dysfonction érectile. S'il y a des troubles du couple, s'il y a une conjugopathie, il faut l'orienter vers un thérapeute de couple pour pouvoir faire. Et puis, d'un point de vue anatomique, chez la femme, ce syndrome génito-urinaire de la ménopause, il peut être traité, donc avec le traitement hormonal de ménopause, alors qui a été pas mal mis à rude épreuve au début des années 2000, avec deux grosses études qui sont sorties qui disaient que ça augmentait le risque de cancer du sein, le risque cardiovasculaire. Voilà. Puis maintenant, on est revenu sur tout ça. L'augmentation du risque de cancer du sein, il est très, 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 très faible. Et c'est plutôt après 60 ans. Le risque cardiovasculaire, ça serait plutôt même protecteur chez la femme quand c'est mis en place tout de suite au moment de la ménopause, sans laisser de délai, le temps que l'athérome se mette en place. Donc ça aurait aussi un effet protecteur. Donc on est plutôt revenu sur les angoisses des années 2000, malgré le problème, c'est que ça, aujourd'hui, le mal est fait et ça a quand même plutôt encore mauvaise presse auprès de certaines femmes. Donc il faut lutter pour essayer de leur proposer ça, mais certaines sont vraiment hormonophobiques et on peut pas aller là-dessus. Donc les œstrogènes du traitement hormonal de ménopause vont permettre d'améliorer le bien-être de la patiente, parce qu'encore une fois, si elle a un syndrome climatérique marqué, avec des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, des troubles du sommeil, etc., ça va pas l'aider dans sa sexualité. Donc, les oestrogènes vont améliorer ça, vont améliorer aussi sa génitalité. Et puis, la progestérone, vous savez, sert à contrebalancer les effets des oestrogènes chez les femmes qui ont encore un utérus pour éviter la prolifération endométriale, le risque de cancer de l'endomètre. Donc, la progestérone n'a pas d'effet bénéfique sur ces symptômes. Si la patiente ne souhaite absolument pas de traitement hormonal systémique, on peut envisager un traitement hormonal local, par voie vaginale, avec des œstrogènes, juste des œstrogènes qui vont améliorer la trophicité vaginale. Ça existe en ovule, ça existe en crème, c'est plutôt bénéfique, mais ça oblige la patiente de les utiliser tous les jours. Il y a un autre traitement qui est sorti il y a quelques années qui utilise de la DHEA par voie vaginale. Et l'avantage de la DHEA, c'est qu'en fait, elle se divise en faisant et des œstrogènes et de la testostérone. Et comme vous le savez, la testostérone, c'est l'hormone du désir. Donc, en utilisant de la DHEA vaginale, on améliore la trophicité locale et on améliore aussi tous les paramètres de la fonction sexuelle. Donc, ça peut être aussi un petit plus en utilisant cette voie-là.
Le traitement local avec des œstrogènes, aujourd'hui, n'est plus contre-indiqué chez les femmes qui sont survivantes d'un cancer du sein. On peut l'utiliser. Il y a plusieurs grosses études qui ont montré que ça n'augmentait pas le risque de récidive ou ça n'augmentait pas la mortalité. Donc, c'est vraiment un plus à proposer à ces femmes qui sont vraiment très, très, très embêtées par l'hormonothérapie, par la ménopause induite, par les traitements qu'elles ont pu avoir. Donc, ne pas hésiter. Ce qui est important aussi au niveau vaginal, c'est les probiotiques. Donc, s'assurer qu'on a une flore qui est bien équilibrée, qu'on a une flore bactérienne avec des lactobacilles qui soient pas pathologiques, parce que tout ça, ça participe à l'inconfort. Donc, ne pas hésiter à faire un prélèvement vaginal et rajouter des probiotiques pour bien équilibrer la flore. Il y a des topiques locaux avec soit de l'acide hyaluronique en gel, soit des substances vaginales qui ne sont plus sécrétées par les cellules, qui peuvent aider à améliorer le confort local au niveau vaginal. Ça améliore le bien-être au quotidien et ça peut être bien sûr utilisé en complément avec les lubrifiants pour les rapports sexuels. Ça, c'est vraiment classique et c'est ce qu'on connaît en gynéco. Après, les médecins esthétiques ont essayé d'arriver un petit peu là-dedans et voir ce qu'ils pouvaient proposer. Et donc, il y a pas mal de choses aujourd'hui qu'ils proposent pour la réjuvénation vaginale. Donc, il y a le laser qui est sorti il y a quelques années. Mais finalement, dans les dernières méta-analyses, il n'est peut-être pas aussi efficient que ce qu'on voudrait l'entendre et il n'est peut-être pas aussi sans risque que ce qu'on voudrait l'entendre. Donc, le laser classique, abrasif, finalement, c'est pas top. L'idée du laser, c'était de créer des lésions pour que ces lésions se réparent et que, en fait, en bénéficiant de la réparation, ça améliore la trophicité. Donc, le laser abrasif, non, aujourd'hui, c'est peut-être plus aussi bien que les espoirs qu'on avait mis dedans. La photo biomodulation, ça, c'est l'utilisation des différentes couleurs vaginales, du rouge, du bleu, avec des lampes LED. C'est pas très probant. Ce qui pourrait être bien aujourd'hui, c'est la radiofréquence. La radiofréquence, ça pourrait être intéressant parce que l'idée, c'est en fait de créer des lésions, mais pas en surface, mais directement en profondeur. Donc en fait, on garde l'épithélium intègre. Il y a très peu d'effets secondaires. Donc aujourd'hui, c'est plutôt ça qui viserait à être bien. Mais encore une fois, j'ai l'impression que ça manque un petit peu d'évidence-based medicine. Une étude qui est sortie il y a très peu de temps a comparé l'acide hyaluronique, les injections d'acide hyaluronique qu'on peut faire à la fourchette. Donc, au niveau de la vulve, à la fourchette, on injecte un petit peu d'acide hyaluronique qui va aller diffuser à l'ensemble du vagin et l'acide hyaluronique va appeler l'eau, donc va hydrater l'ensemble du vagin. Et cette étude a été faite en double aveugle contre placebo et a montré réellement une amélioration de la qualité de vie au quotidien et une amélioration de la qualité de vie sexuelle des femmes sensibles, vraiment sur près de 40 femmes, et perdurant pendant plusieurs mois. Donc il y a vraiment un bénéfice versus placebo aux injections d'acide hyaluronique. Et puis il y a d'autres trucs qui ont été tentés avec le PERP, le plasma riche en plaquettes, ou les injections de graisse, de nanograisse, qui sont des techniques de médecine esthétique. Officiellement, c'est interdit. Enfin, ça manque aujourd'hui de résultats probants. Donc, attendons de voir ce que ça va donner sur le long cours. Mais voilà, aujourd'hui, on a quand même tout un panel. Ce qui est hyper important, c'est aux femmes ménopausées de leur poser la question, Madame, comment vont vos rapports sexuels? C'est pas trop sec, c'est pas douloureux, parce qu'il y a des solutions. Et que ce soit en gynécologie classique, mais en particulier dans cette période de ménopause, osez poser la question aux femmes sur la qualité de leur sexualité. Elles ne demandent que ça, elles ont envie d'en parler, et quand vous leur tendez une perche pour pouvoir parler de ça, elles sont contentes. Elles n'ont pas osé passer le pas, et elles sont très contentes que le professionnel de santé ose aller sur ce terrain-là. Mais pour ça, faut être formé, faut pouvoir entendre la réponse et avoir des solutions à lui proposer, chose que vous avez maintenant. Effectivement, et puis un des premiers freins, c'est qu'elle consulte aussi beaucoup moins à cet âge, à 50 ans, quoi. Donc, d'avoir bien les patientes pour pouvoir leur poser les questions. Merci en tout cas pour toutes ces informations qui seront utiles à nos internes et futurs gynécologues obstétriciens pour pouvoir être plus sereins dans la sexualité des patientes qu'on voit ménopausées et leur trouver des solutions. Merci Léa, à bientôt. À bientôt, merci. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
Si des ressources ont été partagées par notre invité, vous les retrouverez dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de lui accorder 5 étoiles et pourquoi pas d'en parler autour de vous. Et si vous avez des idées de thèmes ou d'orateurs que vous aimeriez entendre, partagez-les avec nous car cette chaîne, c'est avant tout la vôtre. Métro, boulot, gynéco.